Tout commence de manière totalement inattendue. Un jeune albinos, qui semble clairement être le protagoniste, se réveille au milieu d'une ruelle étroite, complètement désorienté par la situation. Sans comprendre comment il a pu se retrouver là, il décide d'errer dans les rues environnantes. Lorsqu'il atteint une avenue très fréquentée, une question ne cesse de lui traverser l'esprit. Où suis-je donc? Les personnes autour de lui le regardent avec étrangeté à mesure qu'il avance. Certaines chuchotent entre elles, essayant de comprendre ce qu'un éventuel noble ferait dans un tel endroit. D'autres se demandent s'il ne se promènerait pas incognito et, dans ce cas, quelle pourrait être sa véritable identité. De son côté, le protagoniste se rend compte qu'il comprend la langue parlée dans ce lieu, mais sans pour autant saisir précisément le sens de nombreux commentaires qu'il entend. À un moment donné, une femme achète des fruits à un étal et il s'approche du marchand sans la moindre hésitation. Le commerçant comme la cliente sursautent, visiblement nerveux. Mais l'albinos se contente de les saluer naturellement avant de poursuivre son chemin, toujours perdu dans ses pensées. Il se fait alors la remarque qu'il n'a jamais vu ces pièces de monnaie auparavant. De plus, bien que le pays paraisse immense, il est incapable de déterminer où il se trouve exactement. Après avoir marché pendant un long moment, il commence à croiser des personnes de toutes sortes. À un certain instant, il aperçoit un groupe d'individus armés d'épées et vêtus d'armures, discutant à propos d'un labyrinthe. Le protagoniste suppose qu'il s'agit de mercenaires, sans se douter que le pays semble au bord d'un conflit imminent. Désireux d'obtenir des informations, il décide de vendre certains de ses effets personnels. C'est alors qu'il remarque une boutique d'évaluation et choisit d'y entrer. Le vendeur l'accueille poliment, mais se crispe visiblement en remarquant l'allure noble de son client. Le protagoniste le salue calmement et lui demande s'il est disponible. Le commerçant répond par l'affirmative, tout en s'interrogeant intérieurement sur la raison pour laquelle un noble aurait franchi le seuil de sa boutique. Soudain, l'albinos s'explique qu'il souhaite vendre un objet. Le vendeur précise qu'il doit d'abord l'examiner. Alors, le protagoniste retire son épée et la dépose sur la table, tout en observant attentivement les produits autour de lui. Parmi eux, il remarque une carte accrochée au mur, qu'il ne reconnaît absolument pas. Alors qu'il analyse les lieux, il entend le vendeur commenter que les ornements de l'épée sont impressionnants et que son design est quelque chose de totalement inédit. Se rendant compte qu'il a parlé un peu trop, l'homme aux cheveux bruns s'excuse pour son manque de prudence. Le protagoniste le rassure, lui disant qu'il n'a aucune intention de s'énerver pour un simple compliment. Il lui demande ensuite quelle en est la valeur. Le vendeur répond qu'il peut payer 200 pièces d'or, sans la moindre hésitation. L'albinos accepte et quelques secondes plus tard, une grande quantité de pièces apparaît sur la table. Il le remercie, mais demande presque aussitôt s'il existe un endroit approprié pour les ranger. Le vendeur lui présente alors plusieurs modèles de bourses. Profitant de l'occasion, le protagoniste demande également à acheter la carte qui était accrochée au mur. Le vendeur accepte, mais lui demande d'abord quelle bourse il préfère. L'albinos laisse le choix à la discrétion du marchand, ce qui rend ce dernier légèrement nerveux. Après avoir sélectionné l'accessoire, le vendeur lui explique comment conserver correctement les pièces. Le protagoniste en est fasciné. Ensuite, le vendeur précise que les modèles spéciaux, destinés aux personnes possédant de la magie, sont plus coûteux et disponibles en plus petite quantité. En entendant le mot magie, l'albinos réfléchit. S'agit-il réellement de magie ou bien de quelque chose de différent de la sorcellerie qu'il connaît? Peu après, il reprend sa marche à travers les rues de la ville, ressentant une étrange familiarité avec cet endroit, semblable à celle qu'il éprouvait dans son pays d'origine. Malgré tout, cette ressemblance ne fait que renforcer son sentiment de décalage, l'amenant une fois de plus à songer à recueillir des informations. Il en conclut qu'il doit trouver quelqu'un prêt à l'aider, quelqu'un qui n'ait pas peur de dire ce qu'il pense, qui possède un minimum de morale et soit capable de lire entre les lignes. Alors qu'il réfléchit à cela, il est interrompu par un homme qui l'avertit de ne pas entrer dans une certaine ruelle. Liselle le remercie et, lorsque l'homme s'éloigne, lui lance une pièce. Le jeune homme l'attrape facilement et lui demande ce qu'il désire. Après s'être excusé, il se présente sous le nom de Liselle et précise qu'il souhaite simplement discuter. Tout en parlant, Liselle laisse volontairement tomber quelques pièces, faisant comprendre le message à l'homme, qui décide alors de le suivre. Ils finissent ainsi par entrer dans une taverne. L'homme aux cheveux sombres demande au barman de leur préparer une table un peu à l'écart.
En s'y dirigeant, Liesel salue l'employé, lequel semble lui aussi perplexe face à la situation. Une fois assis, on leur apporte des boissons. L'homme aux cheveux sombres demande alors ce que Liesel souhaite savoir. Mais avant de répondre, Liesel remarque qu'un simple échange d'informations serait ennuyeux. Il ajoute qu'ils pourraient parler de leur profession, de leurs relations passées ou de leur goût personnel, bref, de tout ce qui leur permettrait de mieux se connaître. N'ayant guère d'autre choix, l'homme se présente sous le nom de Gilles, un aventurier de rang B. Il affirme n'avoir jamais eu de petit ami et ne pas avoir l'intention d'en avoir, se décrivant comme quelqu'un de froid et de solitaire. En entendant cela, Liesel en déduit que les personnes armées qu'il avait vues dans la ville étaient également des aventuriers. Il fait remarquer que, même si Gilles prétend ne pas vouloir de petit ami, il ne doit certainement pas manquer de femmes intéressées. Gilles répond qu'il peut facilement l'imaginer. À ce moment-là, Gilles devient plus attentif. Curieux de savoir qui est réellement Liesel, lui qui est un aventurier de rang B, agissant habituellement seul, il s'étonne de ne pas être dérangé par sa présence. Il est incapable de dire si Liesel est quelqu'un de véritablement puissant ou simplement un noble ignorant le monde extérieur. Liesel prend une gorgée de sa boisson et commente que Gilles semble plutôt intelligent, vu le nombre de questions qu'il pose. Gilles lui demande alors s'il compte répondre, lui aussi, aux questions qu'on lui adresse. Liesel lui retourne la question, cherchant à savoir jusqu'où Gilles souhaite réellement aller dans ce qu'il veut apprendre. Gilles répond qu'il veut tout savoir, y compris les détails de sa vie amoureuse. Liesel explique qu'il n'a ni métier fixe, ni quoi que ce soit pouvant prouver sa position sociale, et que son passé avec les femmes est inexistant, car un véritable gentleman ne conserve pas ce genre de souvenirs. Gilles n'a pas l'impression qu'il mente, mais malgré tout, il ne trouve pas cette présentation très amicale. Il précise qu'il n'avait pas l'intention de soupçonner Liesel ni d'enquêter sérieusement sur son identité, tout en admettant être curieux. Liesel décide alors d'aller droit au but. Il déploie la carte sur la table et demande à Gilles de lui expliquer la situation de la région indiquée. Gilles répond qu'il s'agit de Pardeta, la capitale du royaume de Marcade, un pays marchand. À côté se trouve Cabana, la terre des minerais magiques. Il explique que, par le passé, Marcade et Cabana ont connu plusieurs conflits, mais que la situation est devenue relativement calme ces derniers temps. Pour Liesel, tout cela confirme ce qu'il soupçonnait déjà. Il s'agit sans aucun doute du cœur d'une grande nation marchande. Cabana possède de nombreuses ressources naturelles ainsi que de brillants esprits. Il demande alors l'avis de Gilles, censé refléter celui des habitants de la capitale. Cependant, Gilles se montre trop paresseux pour répondre longuement, trouvant la question bien trop vague. Liesel lui demande alors de donner au moins une opinion rapide. Gilles conclut que cela lui suffit déjà. Il répond que l'on y trouve de bonnes auberges, de la nourriture en abondance et des emplois corrects. De plus, c'est un endroit confortable pour les aventuriers. Cela donne une idée à Liesel, car beaucoup de gens font sans cesse des allers-retours depuis la capitale. Dans un tel pays, personne ne prêterait vraiment attention à lui. Liesel explique qu'au départ, il ne comptait poser que quelques questions, mais qu'il aimerait finalement lui demander un service. Gilles lui demande de quoi il s'agit, et Liesel précise que la rémunération serait très élevée pour les informations qu'il lui a fournies. Il lui demande alors s'il accepterait de devenir son guide, peut-être en tant que garde du corps ou aventurier chargé de le surveiller et de l'accompagner. Gilles, qui était seul, répond en plaisantant, mais cette remarque de Liesel le prit au dépourvu. Il déclara qu'il aimerait que ce soit tout cela à la fois. L'homme aux cheveux noirs lui demanda au moins de faire semblant de vérifier si c'était réellement ce qu'il désirait. Liesel répondit que oui, mais qu'au final, la décision lui appartenait exclusivement. Gilles soupira et lui demanda pour combien de temps il comptait l'engager. Liesel répondit que, pour l'instant, ce serait seulement pour 1 mois. Durant les premiers jours, il aurait besoin qu'il l'accompagne et lui explique beaucoup de choses. Par la suite, il suffirait qu'il soit présent chaque fois qu'il aurait besoin de lui. Gilles précisa qu'il ne révélerait pas la véritable nature de son travail et demanda combien il comptait payer pour tout cela. Liesel montra alors son sens de la négociation, lui demandant jusqu'où il serait prêt à aller en matière de rémunération. Gilles accueillit la proposition avec naturel et accepta, lui demandant à qui il pensait avoir affaire. Liesel ferma alors la porte et déclara qu'il allait formuler sa première requête. Après cela, ils se rendirent à la guilde. L'homme aux cheveux noirs lui expliqua les bases.
Les aventuriers acceptent des missions demandées par d'autres personnes, et la guilde sert d'intermédiaire. Ensuite, ils s'approchèrent de l'accueil, où on les informa que le maître de la guilde était absent pour le moment et qu'on leur conseilla de revenir un autre jour. Mais Gill insista et, sans plus attendre, l'employé se présenta sous le nom de Stud et demanda à Liselle d'utiliser un dispositif particulier. Il s'exécuta, laissant couler une goutte de sang qui, en tombant, fit briller la feuille. Le processus fut alors terminé. Stud lui remit la carte de la guilde et sortit plusieurs livres afin d'expliquer les usages liés au métier. Il mentionna que la guilde mettait à disposition des encyclopédies sur les monstres et les plantes, consultables gratuitement. En cas de doute, il pouvait s'adresser directement à l'accueil. Liselle demanda si ces encyclopédies étaient mises en vente, mais Stud répondit que non. Elles étaient réservées à la consultation sur place et il était strictement interdit de sortir un... Ensuite, il prit un petit morceau de papier et dessina une carte indiquant une librairie qui vendait des ouvrages de diverses spécialités. Liselle le remercia et, en guise de gratitude, lui tapota la tête avant de prendre congé. 3 jours plus tard, Liselle était absorbée par sa lecture. À ce moment-là, Gill frappa à la porte et entra dans la pièce. Il lui tendit le rapport et lui demanda comment s'était déroulée la requête qu'il lui avait confiée. Gill répondit que tout s'était bien passé, puis lui demanda s'il ne se fatiguait pas de lire autant. Il prit un livre au hasard et lut le premier paragraphe qui lui tomba sous les yeux, tandis que Liselle poursuivait le récit de mémoire, prouvant qu'il les avait déjà tous lus. Gill commenta en lui demandant s'il avait apprécié sa lecture, mais, pour lui, tout cela ressemblait surtout à un immense amas d'inepties. Ils refermèrent les livres et Liselle remarqua qu'il était presque midi. Ils décidèrent alors d'aller déjeuner, puis de repasser à la guilde. Gill lui demanda s'il comptait enfin accepter une mission, et Liselle répondit que oui. À leur arrivée à la guilde, Liselle salua Stud, qui se souvenait évidemment de lui. Après tout, il était impossible d'oublier le noble qui lui avait tapoté la tête. Liselle s'assit et expliqua qu'ils étaient venus écouter ce qui manquait encore aux explications, avant d'accepter une mission. À ce moment-là, un autre aventurier parla bruyamment en le regardant d'un air étrange. Pris d'une impulsion soudaine, il s'exclama que Gill était vraiment tombé bien bas, puisqu'il voulait voir qui avait rejoint le célèbre aventurier. Il tenta de provoquer, mais ne révéla finalement que sa grossièreté, malgré son apparence soignée, presque noble. Gill et Liselle l'ignorèrent tous les deux, tandis que Stud leur remit une liste conformément aux règles de la guilde. L'aventurier continua de se plaindre auprès de Gill, lui demandant pourquoi il avait refusé l'invitation de leur groupe pour se joindre à un novice. Demandant ce qu'il avait donc de si spécial, Gill se contenta de le fixer avec mépris et lui demanda qui il pensait être. Cela irrita encore davantage l'aventurier. D'un ton froid, Gill lui dit de ne pas s'adresser à quelqu'un qu'il ne connaissait pas, puisqu'ils n'étaient pas amis. À cet instant, l'aventurier posa une question indécente, insinuant que la personne à laquelle il faisait référence, Liselle, était réellement si remarquable que cela. Gill répondit de manière glaciale et directe qu'il se trouvait, au minimum, dans une situation bien meilleure que la sienne. Stud et Liselle écoutèrent l'échange, et Liselle commenta alors que le contrat de Gill n'était valable que pour 1 mois, mais qu'il serait peut-être préférable d'y mettre fin immédiatement. Stud jugea cette remarque déplacée. Malgré tout, pour Liselle, le véritable problème était qu'on parlait en mal de Gill. L'aventurier demanda ce qu'il venait de dire. Liselle se leva de sa chaise et, le regardant droit dans les yeux, précisa que Gill et lui avaient uni leurs forces parce qu'ils avaient conclu un accord. L'aventurier le traita d'arrogant, affirmant qu'il se croyait important simplement parce qu'il avait acheté quelqu'un comme Gill. Liselle lui demanda alors s'il pensait vraiment que Gill se vendrait pour quelques pièces. Si tel était le cas, déclara-t-il, il pourrait payer davantage sur le champ. Même s'il doutait que cela suffise à le convaincre, cette remarque mit l'aventurier hors de lui, et celui-ci se vanta en affirmant qu'il était lui aussi un aventurier de rang B, tout comme Gill. En entendant cela, Liselle le félicita. L'aventurier éclata de rire, persuadé d'avoir remporté la discussion. Cependant, Liselle afficha une nette insatisfaction. Il déclara qu'il était particulièrement inquiétant qu'un homme comme lui ose se comparer à quelque chose qui lui appartenait clairement, en parlant de Gill. Fou de rage, l'aventurier tira alors son épée et l'insulta en le traitant de salaud. Il se jeta aussitôt en avant pour l'attaquer. Stud s'apprêta à intervenir, mais Gill s'interposa,
bloqua le coup et trancha l'épée de l'homme en deux. L'aventurier resta sans voix. Puis, Gilles se retourna et lui asséna un coup de pied, le projetant violemment contre le mur. À cet instant, Liesel se tourna vers Stud et remarqua qu'il s'apprêtait à utiliser de la magie. Il l'arrêta en lui saisissant le poignet, lui rappelant que le personnel de la guilde n'avait pas le droit d'intervenir dans les conflits entre aventuriers. Stud annula aussitôt le sort et précisa qu'il ne pouvait agir que si un arbitrage était officiellement demandé, puisque cela n'était pas interdit par le règlement. Liesel comprit la situation et commenta qu'il craignait surtout d'être sanctionné. Il sortit alors de l'argent afin de couvrir les dégâts causés au mur, demandant que toute affaire liée au travail soit remise à un autre jour. Ainsi, ils quittèrent la guilde. De retour à l'auberge, Gilles but un verre d'alcool. Il repensa à ce qui venait de se produire, réalisant que son corps avait réagi par pur instinct, incapable de ne pas protéger Liesel. Il se remémora les paroles qu'il avait adressées à l'aventurier, notamment lorsqu'il lui avait dit de ne pas se comparer à sa position, et surtout lorsqu'il avait affirmé qu'il appartenait à Liesel. Gilles en rit doucement, déclarant qu'il n'était même pas son chevalier. Malgré tout, cette situation le poussa